1000 Canadiens français à cette île. Rentrer le matin à l'heure là. Quand on entre avec un cochon là, comme on a un cochon tête, là. Ils sont reçus à l'heure là par un gars. Le foreman. Sans armes, sans menace, sans violence. Seul, de force. Et 1000 Canadiens français à parler sa langue. Au Québec, on a connu pendant les années 60 la montée d'un nationalisme progressiste et plus radical qui s'est incarné entre autres dans le FLQ. C'était très lié à une pensée anticolonialiste parce que c'était beaucoup inspiré par tous les mouvements qu'on voyait un peu à travers le monde en Amérique latine, Cuba, l'Algérie, etc. Et cette pensée-là radicale est souvent marxisante, ça dépendait des groupuscules, là. Est-ce qu'elle est un peu l'ancêtre des groupes marxistes-léninistes au Québec? Bien, les l'ancêtre dans le sens où le mouvement, on va appeler le néo-nationalisme, le mouvement nationaliste tel qu'il s'est réformé ou recomposé au tournant des années 60, bien, ce mouvement-là, il propose une idée du Canada français qui est celle de la classe ethnie. C'est une expression de Marcel Rioux, qui est un peu celui qui a introduit à l'université la pensée marxiste. Il était professeur de sociologie à l'Université de Montréal. Et selon lui, le Canada français, c'était une classe ethnie. C'est-à-dire, non seulement c'était un groupe qui parlait français, puis qui avait ses propres traditions nationales, mais qui avait ses intérêts distincts, qui remontaient à la Nouvelle-France, mais qui, en plus, avait cette singularité d'être à peu près uniformément, selon Marcel Rioux, composé de gens de classe populaire. Donc, il y avait peut-être une petite bourgeoisie, Marcel Rioux en faisait partie, mais elle était tellement insignifiante dans l'ensemble qu'en vérité, on pouvait parler du Canada français tout entier comme une classe sociale. Et donc, la révolte, elle était portée dans cette conception du Canada français, non seulement par des nationalistes de droite ou de gauche, mais aussi par des ouvriers qui devaient donc accepter, c'est ce qu'on disait à l'époque, une espèce d'alliance, une alliance conjoncturelle, l'alliance stratégique avec la bourgeoisie afin de faire cette révolution nationale qui allait amener des meilleures conditions à la fois pour les francophones et à la fois pour les ouvriers. On va voir souvent les premiers groupes marxistes-léninistes avoir des positions assez neutres, sinon agressives à l'égard des nationalistes. Oui, vous avez raison, mais c'est une évolution, parce qu'on commence avec, on va dire, la revue Parti pris, qui a été fondée en 1963, où là, il y a vraiment une juxtaposition du discours nationaliste et du discours social, proto-marxiste, non-marxiste tout à fait, surtout à la fin de la revue Parti pris en 1967. Et puis, avec le renouvellement des gens qui collaboraient à la revue. Et puis, ensuite de ça, on a la fondation de l'équipe du journal qui va donner un groupe marxiste-léniniste qui s'appelle En lutte, où là, on est encore quand même beaucoup dans une pensée nationaliste. Cette équipe, elle est dirigée ou inspirée par Charles Gagnon. Charles Gagnon est un ancien felkiste. Donc, on voit qu'il y a ce compagnonnage qui se fait très bien entre les marxistes, même les marxistes de tendance, on va dire, marxiste-léniniste, et puis ceux qui proposent quand même toujours une révolution nationale. Et puis, on arrive dans les années 72, 73, 74, où là, ceux qui adhèrent au mouvement marxiste-léniniste durcissent leur position, une espèce de course vers la pureté idéologique, et on finit par dire qu'il n'y a pas possible d'avoir aucune compromission avec la pensée nationaliste qui est considérée comme bourgeoise et révisionniste. Et puis, en 1980, lorsqu'il va y avoir le premier référendum, bien, on va proposer l'annulation du vote. On va dire on ne peut pas ni voter pour le oui, ni voter pour le non. On doit seulement être en dissidence par rapport à la proposition nationale. Mais est-ce qu'il y a des nuances entre les différents groupes sur ces questions-là? Entre En lutte, par exemple, la Ligue communiste, marxiste-léniniste? Les différences ont à peu près disparu. Ils ont été aplanies parce que, comme je l'ai dit, il y a une espèce de volonté de proposer la vision la plus orthodoxe de la pensée marxiste-léniniste. Bien entendu, le PCCML est encore plus antinationaliste qu'en Ligue, mais on est vraiment dans des subtilités. Mais au début de l'aventure, donc on est en 1971, 72, 73, là, on peut voir quand même des différences assez marquées entre, d'un côté, En lutte, qui reste enraciné dans la tradition nationaliste, dans son nom du nationaliste des années 60, et puis un groupe comme la Ligue, qui est un groupe qui est beaucoup plus en rupture par rapport à cette tradition. Il y a beaucoup de gens dans les mouvements nationalistes qui accusaient En lutte, qui accusaient la Ligue
de faire perdre des forces vives à la vraie et la seule véritable révolution qui était en ébullition au Québec en 1970, qui était la Révolution nationale. C'est pendant que vous êtes en train de tourner le dos à probablement la force la plus conséquente du Québec de cette époque-là, ben, vous faites du tort à la préparation d'un monde meilleur. Vous êtes vous ne rendez pas service à la cause même que vous pensez défendre. Si on voulait faire la révolution, on ne pouvait pas effectivement mettre de côté la question nationale. Non. Elle est intégrée. Elle faut qu'elle soit intégrée. Comment qu'elle va le faire? Où est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'on va ouvrir ça à d'autres aussi? Fort probablement. C'est toutes des questions qu'on aurait pu aborder correctement. Mais qui ne se discutaient pas à l'intérieur du... Voilà, exactement. Puis quand on va au Canada anglais, le nationalisme, c'est le québécois, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez l'indépendance? Puis nous, on essayait. Puis des fois, moi, j'étais pas quelqu'un qui allait dans l'Ouest canadien, puis il allait pas à Toronto, mais je connaissais du monde. Des fois, on jasait, puis je dis, ben, si nous, on veut faire la révolution au Québec, il faut que ça soit compris que c'est la nation québécoise qui va jouer son rôle aussi. Ça veut pas dire qu'on va oublier le reste du Canada. Au contraire, les travailleurs sont des travailleurs. Mais il faut comprendre que nous, c'est important pour nous d'aller de l'avant comme nation. Puis si vous êtes alliés comme nation, on fera les deux nations ensemble, on peut travailler, puis on travaille ensemble. C'est ça, on se détruit pas. Au contraire. Les Anglais avaient de la misère avec la question du nationalisme québécois. Ils voyaient ça comme la destruction de la lutte de classe. Nous, on ne voyait pas ça comme la destruction de classe. Vous dites les Anglais, mais ici au Québec, à l'intérieur du mouvement, on devait retrouver aussi cette attitude-là. Oui, mais il est en minorité. Oui. Écoute, au tout début, les anglophones qui sont membres du PCO, puis même la Ligue, c'était du monde d'ici. Bon, ils parlaient français en plus. Ils parlaient l'anglais, ils parlaient français. Vlad McGill, Concordia, whatever. Puis là, à ce moment-là, mais à un moment donné, quand ils ont fait 2-3 ans comme ça, sous le PCO, on les a envoyés là-bas. Parce qu'effectivement, ils avaient tout appris qu'est-ce qu'ils devaient faire, etc., etc. Puis ils sont allés là-bas. Donc, ces gens-là ont continué à faire le travail aussi. Les francophones au Québec étaient à l'intérieur du mouvement. Il n'y en a pas qui partageaient cette vision-là où toute forme de nationalisme était non, avalée. Hein. Les Québécois, non. Absolument pas. Non, parce que à partir des années 60, c'est rien que de ça qu'on parlait, nous autres. Écoute, quand on a fait McGill français, c'est à quoi vous pensez? Ça te fait l'Université de McGill français. Oui. C'est clair et net et précis. Bon, à quel degré notre nationalisme est approfondi? Moi, je pense qu'on avait un nationalisme quand même que j'appelais toujours ouvert. On avait vu l'histoire de l'Union soviétique. C'était le nationalisme dans certaines nations en Union soviétique. Mais pourquoi nous, on serait différents? Québec a pris naissance des années 60. La Révolution tranquille et tout le reste qui est venu avec. Nous, on a déjà été émancipés. Des sociétés qui changent autant en si peu de temps. Là. Par exemple, se débarrasser de la religion. Voilà. Qui était omniprésente. Voilà. Il y a plein de choses qui ont été évidemment. C'était la Révolution. Ouais. Les années 60, ils disent toujours la Révolution tranquille, mais moi, je trouve qu'elle n'était pas si tranquille que ça. Non. OK? Donc, c'est une révolution. Ça pose des choses fondamentales. Absolument. Tandis qu'au Canada anglais, c'est pas de même. Là. Les religions étaient encore là, les protestants, whatever, même les cathos. Ouais. Non, écoutez, là. Fait que c'est au Québec, on était déjà à l'avant-garde de ça. C'est pour ça que tout s'est fait au Québec. Quand on avait des réunions au niveau du Canada, tout ça, ils venaient ici. On voulait qu'ils viennent ici, qu'ils voient qui on est. Tu sais, moi, à un moment donné, je me rappelle à une des réunions, une fois, c'était une réunion de Montréal, juste Montréal. Puis ça allait faire venir les gens de Toronto, parce qu'ils venaient voir. Puis là, j'ai dit, oui, attends que je vous parle, effectivement, de McGill français. So, what did you do there? Qu'est-ce que j'avais fait là? Ben, on a acheté on avait des briques, on avait des pierres, on a tout acheté ça aux policiers. Cocktail Molotov, on avait. Là, ils écoutaient là, ben, you guys did it. Ben oui, c'est les 1960s, c'était les années 60. On était prêts à faire le changement complètement, de A à Z, on s'en allait, là. Mais les autres, les Anglais, ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas, les autres. Ils n'ont pas été capables de suivre ce qui était déjà la Révolution tranquille ou la Révolution tout court au Québec faite par les francophones. C'est clair et net, effectivement.
À quel moment ça a commencé à craquer pour toi? En 80. En 80. Deux choses. Hein? La position du PCO qui commençait à faire référence à Staline. Moi, j'avais lu, mais je me disais, ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, c'est sur la question nationale. En 80, OK? Là, je disais, ouais, c'est pas vrai que je vais voter contre Au référendum. C'est pas vrai, là. Mais il y avait un mot d'ordre pour... Ah, oui. Puis, moi, j'ai dit, écoutez bien, là, c'est pas compliqué, là. Je vais voter oui au référendum en cellule, là. Ouais. Puis, je n'étais pas le seul, là. Tu sais, là. Il y en a plusieurs qui devaient être des souverainistes. Ben, voyons donc. Hey. Parmi les causes de la dissolution, plus ou moins grande de ces mouvements, il y a toute la question nationale. Effectivement, on était en porte-à-faux par rapport au grand mouvement qui était en train d'emporter la société québécoise, qui était le mouvement national. Donc, tous les années 70, il fallait constamment se défendre de ne pas embarquer dans le train. On dit, mais qu'est-ce que vous faites pendant que se prépare quelque chose quand même de grand, de fort? Et vous êtes en train de vous associer avec les partis communistes de Vancouver et de Calgary. C'est pas très sérieux. Et puis en plus, il y avait, selon Mao, cette théorie des trois mondes où il fallait défendre, ça c'est très compliqué, mais il fallait défendre le Canada comme contre l'impérialisme à la fois de l'Union soviétique et des États-Unis. Alors on était dans des espèces de gymnastique intellectuelle un peu absconse et on avait beaucoup de difficultés à comprendre à quoi tout ça retournait. Donc oui, il y avait ça. Il y avait aussi que ces gens-là embarquent dans le Parti communiste marxiste-léniniste entre 1970, 71, 72, au moment de la plus grande effervescence. Bien entendu, ces mouvements-là vont continuer à recruter tout le long de la période. Mais le gros des troupes est recruté après, on va dire, ce que j'appelle les 3 octobre, octobre 68, 69 et 70, donc la grève des cégeps. Les étudiants, beaucoup vont embarquer dans le mouvement ML. Les grandes grèves nationalistes autour du 2022. Et puis, évidemment, octobre 70 avec le FLQ. Donc, après cette grande période de turbulence politique et sociale, il y a bien des gens qui disent bien, ça nous prend un parti communiste. C'est ça la solution pour engendrer les changements profonds qu'on en espère. Et donc, le gros des troupes est recruté, comme je le dis, en 71, 72, 73. Et après 6 ans, 7 ans, 8 ans, on commence à s'essouffler. Hein. On dit, bien là... J'ai tout donné à la Révolution, jour après jour. Ça avance pas. Et on le voit dans les témoignages, parce que les gens doivent faire leur auto-critique. Donc, on le voit dans les témoignages d'autocritique que l'on a dans les archives, entre autres dans Lutte, des gens qui disent, ben moi, j'ai envie d'avoir un peu de temps pour moi-même. Entre autres, je vois mes amis, ma famille, qui passent des vacances, qui ont des petits plaisirs, pas des grands plaisirs, mais quand même des petits plaisirs de la vie. J'aimerais ça aussi, moi, en profiter. Je vois aussi que ça stagne un peu ma carrière au sein du parti. J'avais mes aspirations. Je voulais devenir architecte, je voulais devenir professeur d'université, que sais-je. Et je vois que je suis assez limité là-dedans. Donc ça, c'est une autre cause qui engendre beaucoup de malaise au sein des mouvements. Et puis la dernière, il ne faut pas l'oublier, c'est que le contexte économique a changé. Ça, c'est quelque chose d'assez paradoxal. C'est que les mouvements révolutionnaires fonctionnent souvent mieux dans des périodes de prospérité. On penserait le contraire, hein? Ouais. Mais ils fonctionnent plutôt moins bien dans des périodes de crise économique. Et donc, toute la période qui va de 63 à 73, c'est une période, on va dire, on appelle ça les 30 glorieuses, hein, 45-75. C'est une période extraordinaire de boom économique pour le Québec. Il y a des années où le produit intérieur brut, croît de 5, 6, 7 par année. Ouais. Les taux de croissance inouïs, le taux de chômage est à son plus bas. Les gens jouissent d'une prospérité qui est inouïe pour leurs parents qui ont connu la crise économique des années 30. Et ils se disent, on appelle ça en bon français, rising expectations, hein, les espérances toujours plus grandes, puis on se demande à rêver, ben pourquoi pas. Si ça va si bien, ça peut faire tant de choses, si le future is now, ben pourquoi pas établir une société parfaitement égalitaire. Et puis, à partir de 73, c'est le premier choc pétrolier, mais les choses aussi vont de mal en pis à partir de cette période. 80, c'est évidemment le début de la grande crise économique, 80, 81, 82. Et là, c'est un peu le sauve-qui-peut. Les gens disent, ben là, avant de rêver du grand soir, il faut survivre. Ouais. Et donc, curieusement,
c'est au moment où peut-être la proposition marxiste-léniniste est à le plus de pertinence, parce que c'est la crise, que curieusement, c'est là qu'elle a le moins d'écho. C'est vrai. Qu'est-ce qui a fait, à un moment donné, quel cheminement, vous personnellement, mais aussi vos camarades qui étaient dans d'autres usines, et tout ça, vous parliez, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit, on s'en va pas dans la bonne direction? Ça cloche, comme on dit à quelque part. Non, vous avez tout à fait raison. C'est après la Ligue marxiste-léniniste du Canada, ça s'appelait. C'est quand on est devenu le PCO, le Parti communiste ouvrier. Ça a pris quelques années seulement, puis on est passé au PCO. C'est le PCO qui était quand même le parti structuré, très, très structuré, à tel point que parfois, même, il y a des gens au tout début qui disaient on n'est pas contre à changer le système capitaliste, mais effectivement, est-ce qu'on doit être aussi rigide comme vous l'imaginez, là? Puis moi, j'étais en désaccord avec cette rigidité-là, parce que moi, il faut le dire, moi, je n'étais pas nécessairement pro-Staline. J'étais vraiment un anti-staliniste. Quand vous parlez de rigidité, parlez-vous de rigueur intellectuelle ou avec des mots d'ordre trop les mots d'ordre. Les mots d'ordre qui viennent de la direction du PCO. Il y avait quand même une direction là qui faisait finalement, puis moi, je trouvais que c'était un peu trop rigide à mon goût. On est quand même en Amérique du Nord, on n'est plus en Union soviétique, on n'est pas en Chine, etc., etc. Il y a aussi tout un processus qui prend des années avant d'arriver avec une certaine rigidité. Il faut l'apprendre, cette rigidité-là. C'est pas simplement l'imposer. Puis moi, je voyais qu'on était de plus en plus imposé. Fait qu'au tout début, finalement, le monde mettait de l'avant des positions, on disait non, on ne devrait pas faire ceci, on ne devrait pas faire ça, mais on va travailler avec les travailleurs, particulièrement ceux qui étaient désimplantés, pour en arriver finalement à faire l'éducation de la gauche. L'éducation marxiste-léniniste. Moi, au tout début, moi, je me voyais comme ça pendant des années de temps, là. C'est pas, effectivement, on arrive X, Y, Z, c'est de même que ça marche. Je pense quand même ça a resté au sein du PCO. Quelques-uns ont toujours maintenu cette position-là, pour cette rigidité-là, que finalement, on commence à éduquer les gens avec une rigidité. Moi, avec les travailleurs, j'avais des bons contacts avec ces gens-là. Moi, je veux dire, nous, on allait dans les soirées, quand le shop faisait des soirées, moi, j'allais là, puis on dansait. Fait que finalement, je suis devenu un de la gang. Fait que moi, je n'étais pas intéressé d'arriver avec une rigidité. Je voulais surtout faire l'éducation populaire du marxisme. J'y allais pas plus loin que ça. Il faut quand même, là, je veux dire. Fait que les travailleurs étaient prêts à m'accepter comme j'étais. Puis moi, je ne me tentais pas de devenir quelqu'un qui était rigide. Parce que là, à ce moment-là, les travailleurs, ils ne veulent pas te parler. Ils comprennent. Ils disent, tu viens ici pour nous contrôler, toi, là? En lutte, il a toujours été... Toujours été à part. Puis il faut dire aussi qu'il était moins pour le dire, stalinien que nous. Ça, il faut le dire. Je me rappelle, je diffusais le journal de La Forge au coin de La Fontaine et Pineuf. Une fois par semaine, moi, il y avait quelqu'un dans la lutte. Puis on se battait pas, on excluait. Des fois, on lisait le même journal, on se l'échangeait, on disait, ouais, c'est pas pire, qu'est-ce que tu dis là? Puis ça sort, tu sais. Mais en lutte, finalement, il était beaucoup plus libertarien, libère que nous, les PCO. Nous autres, PCO, il y avait encore toute cette question de structuration, stalinien et tout ça. D'ailleurs, plusieurs années après, quand j'étais dans la revue Vice-Versa, avec Lamberto Tassinari, on avait fait une entrevue de Charles Gagnon. Puis Charles Gagnon a fait la distinction entre la rigidité du PCO et, on ne peut pas dire la rigidité de la lutte, mais une sorte de plus smooth. Si on peut trouver le mot smooth dans ce côté-là. Absolument. Donald Cuccioletta raconte qu'un de ses collègues avait décidé de distribuer du café à tout le monde le matin sur le plancher de l'usine, puis Donald l'avait appuyé dans le projet, puis là, les deux se promenaient avec une carafe de café, une bouteille de cognac, puis il offrait du café-cognac à tous les ouvriers en passant à leur machine, un par un. Il faisait des concours de chariot-élévateur, des courses de chariot-élévateur dans le stationnement de l'usine. Il avait fait aussi une distribution de blé d'Inde une journée du mois d'août. Fait que moi, petit à petit ici, dans les réunions qu'on faisait, des réunions pas simplement de quartier, mais qu'est-ce qu'on appelle finalement des réunions de groupe,
mettons, l'Est de Montréal, mettons, dans le quartier Maisonneuve, etc., etc., c'est là que moi, je mettais de l'avant ces idées-là. Je dis, écoutez, là, il faut mollo un petit peu. Là. On parle... J'imagine qu'il y a d'autres militants comme vous. Ah, même chose. Partageaient les mêmes. Même chose. Puis particulièrement les femmes. Ces femmes-là n'étaient pas habituées d'avoir des, entre guillemets, communistes ou des ML venir travailler dans l'usine avec elles. Puis ces femmes-là, elles avaient compris qu'il fallait aller mollo, étape par étape par étape. Souvent, on voyait que dans des rencontres qu'on faisait, des fois, dans certains quartiers, les critiques commençaient. Puis quand je dis les critiques commençaient, c'était pas nécessairement au début du PCO, ni la Ligue, ni au milieu. C'était vraiment quand ça faisait quelques années qu'on était là. Il y avait des textes qui sortaient. Il ne faut jamais oublier, la direction du parti organise des textes. Et ces textes-là étaient distribués, particulièrement ceux qui sont membres du Parti communiste ouvrier à l'époque. Mais en plus, ces gens-là doivent amener ça au niveau de leurs cellules, en plus, parce qu'on avait des cellules dans les usines. Puis là, les travailleurs, certains disaient, mais oui, mais il me semble que c'est pas tout à fait ça qu'on discutait avant, qu'on doit, puis il y a des bouts que moi, je déchirais les fêtes, je t'achetais, je dis, moi, je peux pas dire ça. Puis dans les réunions, je leur disais, écoute, ça, c'est pas bon, ça, voyons donc. Je dis, on n'est pas rendu là avec une structure rigide. Écoutez, là, puis pas sûr on devrait en avoir un non plus. Vous n'avez pas été associé à la rédaction de ces textes-là? Non, moi, un gars dans la shop fait le travail de shop. Mais vous êtes jamais monté dans la structure? Jamais monté dans la structure, puis je voulais pas non plus. Si on veut convaincre les travailleurs de faire une révolution anticapitaliste, puis vraiment anticapitaliste, il va falloir être là avec eux. Ça veut dire qu'il faut être dans les planchers de l'usine, les deux pieds sur le plancher, puis tu parles avec ces gens-là, tu prends une bière avec ces gens-là, tu fais la vie qu'un travailleur fait. Ouais. C'est ça que tu dois te dire. Fait qu'après 5-6 ans, puis là, je dis 5-6 ans du PCO, parce qu'avant ça, il y avait 2 ans de Ligue marxiste-léniniste du Canada, qui était encore quelque chose de bien simple, bien ouvert et tout ça. Mais c'était moins rigide. Moins rigide. On n'était pas un parti communiste. C'est peu à peu, le PCO. C'est exactement. Fait qu'après 6 ans, on commence à dire, mais pourquoi qu'on veut avoir ça? Pourquoi qu'on fait ci? Pourquoi qu'on fait ça? Puis souvent, moi, qu'est-ce qui commençait à être de plus en plus important? C'est la question de Staline. Moi, j'ai toujours été anti-staliniste. Je m'excuse. Ça, il y avait pas, à la direction, ça critiquait pas beaucoup le stalinisme. Ah non, c'est un social-fasciste, selon moi, M. Staline. Je m'excuse, là, mais c'est... Puis c'est lui qui a utilisé le mot marxiste-léniniste parce qu'il voulait que son nom apparaisse. Après Marx, Lénine, il y avait lui. C'est rien que ça, là. Tu sais, puis lui, souvent, il se pensait marxiste-léniniste. Fait que moi, je dis non, ça n'est pas du tout. Mais la direction du parti était sévère, dure, staliniste au maximum, qui faisait que finalement, quand on avait des textes à lire pour débattre et tout ça, là, on voyait le monde dire, wow, on va pas dans cette direction-là, on veut rien savoir de ça. Est-ce qu'on exagère quand on dit qu'ils encourageaient les gens, par exemple, à se marier pour s'identifier davantage aux valeurs traditionnelles de la classe? Parce qu'ils étaient sur le fond, en tout cas, c'était pas comme ça que c'était présenté. C'était pas présenté comme nous sommes contre l'homosexualité. Non. Présenté, bien, si vous allez dans une réunion ouvrière... Vous allez perdre l'influence. Oui, les gens, parce qu'ils ont ont des préjugés, les gens vont refuser de vous écouter. Et donc, vous devez faire semblant que vous êtes hétérosexuel pour le bien de l'avancement de la cause révolutionnaire. Mais ça veut dire pour certaines personnes, pas pour tous, mais pour certaines personnes, ça veut dire carrément de se marier de manière hétérosexuelle. Puis d'avoir des enfants. D'avoir des enfants, évidemment, pour bien se présenter auprès de la classe ouvrière. Ça allait dans d'autres choses qui sont plus anecdotiques. Mais par exemple, on réprimandait ceux qui buvaient du vin parce qu'on disait le vin, c'est bourgeois. Il faut prendre de la bière parce que la bière, c'est quelque chose c'est une pratique de consommation qui est bien ouvrière. Bon, ce qui était stupide aussi, c'était toute l'intrusion dans la vie privée des militants. Vous avez déjà dû en entendre parler. C'était pire au PCO qu'en lutte. Mais enfin, c'est quoi ça, de faire la morale à des gens qui se séparent? Ah ben, ça me fait penser, je me suis séparé d'ailleurs, moi, en 1977, de quelqu'un qui est resté un ami jusqu'à aujourd'hui. Et on fait la morale à ma réunion de cellule. Les femmes en particulier, les femmes militantes à l'intérieur des groupes, ont été particulièrement durement traitées, je pense. Oui, bien là, d'abord, il y avait le sexisme de la société québécoise dans son ensemble. Oui. Donc, on baignait dans un contexte, ça aurait été difficile, même pour un groupe d'avant-garde, d'échapper
la pensée patriarcale qui pesait encore pesamment sur la société québécoise. Pourtant, c'était une époque où le féminisme était en train de prendre de prendre l'expansion, mais c'est plus loin que ça, parce que le Mao disait les femmes sont promises à la moitié du ciel, la fameuse déclaration de Mao. Et donc, on disait dans la société révolutionnaire qui va s'en venir, vous allez avoir une place parfaitement égale à celle des hommes. Mais au même moment où on promettait l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes, ben on proposait un programme qui secondarisait, qui minorisait le mouvement de contestation féministe. Parce qu'on leur disait, c'est pas la contradiction principale. La contradiction principale dans le capitalisme, c'est les ouvriers et les patrons. Et donc, vos petites revendications, on s'en occupera plus tard. C'est important, mais pas aussi important que le reste. Et donc, lorsqu'on aura notre société communiste, vous allez voir, hein, tout va bien se régler. Et les femmes, je dis, ouais, d'abord, on attend, donc c'est un peu bizarre comme position. Mais en plus, à l'intérieur des organisations, ben, on produisait carrément hein, les mêmes attitudes qu'il y avait dans le reste de la société. Alors, on voyait régulièrement les femmes consacrées, on va dire, à la cuisine du parti. Ouais. Lorsqu'elle travaillait au journal, elle n'écrivait pas les articles, elle ne faisait pas les reportages, elle n'était pas à la rédaction, mais elle corrigeait les épreuves ou encore elle maniait la machine pour la reprographie. Lorsqu'elle était au bureau du parti, elle s'occupait du secrétariat. Donc, elle faisait toutes les tâches manuelles et pratiques dont on ne voulait pas... Secondaire. Ce qui fait que, en tournant les années 80, une des causes qui a mené à la dissolution des partis marxistes-léninistes, ça a été la révolte des femmes militantes qui en avaient ras-le-bol de double discours. On était dans une allée que je pourrais dire stalinien, rigide, c'est de même que ça marche. Dans le fond, on avait comme un parti politique PCO qui était encore un parti politique, je pourrais dire, capitaliste, du haut vers le bas, pas l'inverse. Ouais. C'est les travailleurs à la base qui doivent mener celui du haut. Fait que c'est ça qu'on voyait parce que la rigidité était là. Si c'était ça la révolution, personne n'en voulait au Québec. C'est clair, là? On était prêt à changer le système, mais s'il faut le changer, il faut trouver quelque chose d'autre. Ça continuait comme ça, c'était pour éclater. Puis effectivement, c'est ça qui est arrivé. Mais l'instrument qui a poussé tout ça, c'était les femmes. S'il y a eu des discussions ouvertes, finalement, puis c'est les femmes qui l'ont mené. C'est pas pour rien que c'est ma Francine Dufort qui est en charge de ces comités-là. Ah, c'était les femmes. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour démanteler le Parti communiste ouvrier au Québec et par la suite le reste du Canada. Dans les 2 à 3 années qui restaient du PCO, ça discutait très fort. Au Québec, assez curieusement, au Canada anglais, différent. Rigidité. Ils l'avalaient. Ah, ils l'avalaient, les autres. Ça semble ça, c'était le stalinisme, ça allait jusqu'au bout. Finalement, la première rencontre qu'on a eue au Québec, il y avait pas mal de monde. Il y avait même du monde qui était là, qui était des secrets. Puis je me rappelle, il y avait du monde qui arrivait avec des tucs à la tête, tout croche. En tout cas, c'était incroyable de voir ça. Là, tu te regardais ça, ça se peut-tu des têtes? Fait que finalement, même les femmes ont pris la parole, les gars avec les tucs à la tête qui avaient vécu avec des femmes aussi, parce que les autres étaient dans les plantés, mais leurs femmes, mais peut-être des communistes aussi. Donc, les femmes disaient, mon mari, même, il me parle même plus. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Là? Il dit, on est-tu ensemble ou on n'est pas ensemble? C'est ça la question. Puis nous, les femmes, on a le droit aussi de dire qu'est-ce qu'on veut. Puis ça faisait partie, on peut dire, de l'époque aussi du féminisme québécois. Il ne faut pas oublier, on est les années 70, après ça, on s'en va vers 80. Ça, c'est le développement du féminisme des femmes en général. Mais imaginez-vous ceux qui étaient des communistes, qui étaient dans les usines ou ceux qui étaient ailleurs. Les femmes disaient, on ne veut pas reculer, nous autres. On veut continuer encore plus vite. Ben oui. Enlevez-vous de là. Et c'est là que, par la suite, on a dit, maintenant, il faut convaincre les Anglais. Puis plutôt qu'ils autres, ils viennent, qu'on va les voir là-bas, ils viennent chez nous. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Ligue marxiste-léniniste du Canada, c'était les Québécois, hein, francophones, tout ça. Il y avait des anglophones qui ont intervenu, mais ça parlait français. Oui. Et là, la bagarre a pogné encore davantage. Parce que là, les anglophones, les autres, ils parlaient. Puis les autres, ils disent non, nous, on est prêts de commencer à restructurer. On sait qu'il faut avoir une certaine rigidité dans la lutte de classe, puis tout ça. C'est le Québec, dans le fond, qui a mis
terme à ça. Bon, au Canada anglais, il y a toujours quelques-uns qui ont continué, comme à Saskatchewan, je me rappelle, à Regina. Il y en avait d'autres un petit peu à Toronto, mais ça n'a pas duré longtemps. Au Québec, les gens commençaient à voir que ça valait un peu la peine. Puis ça, non seulement les PCO, même les gens dans la lutte. En lutte, est-ce qu'ils sont disparus avant ou après la Ligue? La Ligue est arrivée après. Mais c'était quasi le même moment. Ouais. Le même moment. C'est quelle année à peu près? Au début de 80. T'as pas nécessairement ensemble les deux en même temps. À un moment donné, les cellules pour le travail en lutte, mettons, à Chicoutimi, ben, il avait disparu. Celui de la Rive-Sud, il tenait encore parce qu'il faisait la grève avec les gars de United Aircraft. Puis là, avec quelques autres personnes, on a réalisé, à un moment donné, on a eu une révélation que c'était vraiment pas la fois à suivre. Et là, on a décidé, puis comme on était dans la direction de cette affaire-là, tu sais, on a dit, on peut pas juste quitter. Alors, on est devenu ce qu'on appelait les liquidationnistes, c'est-à-dire, il faut liquider. Il faut aller voir les autres qu'on a embarqués, parce qu'on est responsable d'avoir embarqué des gens dans cette affaire-là, puis leur dire que finalement, on s'est trompé, nous, on quitte, mais pourquoi on quitte? Puis, tu sais, pas juste partir en disant on s'est trompé, puis on laisse le monde en arrière de nous.